Bonjour à toutes et à tous. Bonjour et ravi de vous voir si nombreux à l'école 42 que je remercie pour son accueil. Ce plateau est animé par Radio Aviva qui vient de s'installer à Perpignan et qui est ravi de commencer son action ici en partenariat avec Veolia, qui est une entreprise avec qui on travaille déjà beaucoup sur la RSE. Et donc aujourd'hui, il va être question de la RSE et de se dire est-ce que c'est un facteur de développement économique d'un territoire? Une question très importante puisqu'elle rapproche le monde économique et les initiatives d'intérêt général, qu'elles soient environnementales, sociétales ou effectivement sociales. Une étude de Forrester Consulting de 2021 évalue les données de RSE en France et montre qu'elles génèrent de l'innovation, de la motivation, une meilleure gestion des risques globaux comme une évolution de la gouvernance à terme. 74% des entreprises sondées souhaitent améliorer leur démarche de RSE encore plus. 71% des entreprises sondées souhaitent même automatiser les données de RSE pour pouvoir faire des rapports comparatifs chaque année et justement aller vers une amélioration de la RSE. C'est dire que c'est important. En 3 ans, le nombre a doublé et 90% des entreprises estiment que cette thématique RSE sera cruciale pour 2024. Donc, pour les entreprises qui sont là et qui n'ont pas commencé, c'est le moment. Un enjeu, un défi important, 75% des entreprises pensent que cela diminue les coûts à terme par l'action transversale et la réflexion transversale qui est générée par la démarche RSE. 79% pensent que les informations de RSE permettent d'identifier plus tôt de nouvelles opportunités de croissance. Donc, c'est dire que non seulement la RSE est un facteur de développement du territoire, mais c'est également un facteur de développement de l'entreprise elle-même. En Occitanie, plus de 400 entreprises sont engagées dans la RSE. Équité sociale, bonne gouvernance, équilibre des écosystèmes, tout ceci se cache derrière le concept de RSE pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le concept responsabilité sociétale des entreprises. Pour illustrer ces implications dans la RSE et le développement du territoire, notre plateau est bien représentatif avec Jérôme Vignier, directeur général de l'école 42, qui nous accueille et que nous remercions chaleureusement pour son accueil dans ce lieu magnifique. Merci Jérôme. Également Bruno Roland, directeur général de l'USAP, l'Union sportive des Arlequins de Perpignan, qu'on ne présente plus, le club de rugby bien connu, comme vous pouvez le voir, à sa stature. Et enfin, Éric de Saint-Martin, le directeur général du territoire de Veoliao, partenaire de l'école 42, une entreprise Veoliao fortement impliquée dans la RSE et qui accompagne plusieurs initiatives locales, on le verra tout à l'heure. Donc, merci à vous tous de vous être prêtés à l'exercice. Merci à vous. Alors, je vais d'abord vous demander à chacun de présenter un peu votre entreprise et ses particularités, notamment liées à la RSE. Alors, on va commencer par l'école. Une école sans professeur, une école sans horaire, une école sans niveau d'entrée, une école où l'autogestion est quand même importante au niveau des groupes d'élèves, si j'ai bien compris. Et votre volonté, c'est de développer la capacité à rebondir de chacun, c'est ça, Jérôme? Oui, c'est ça. En fait, vous avez tout dit. Alors, je ne sais pas ce que je vais pouvoir rajouter. J'ai trouvé quelque chose. Oui, en fait, 42, ça a été créé historiquement en 2013 pour... à Paris, par le célèbre Xavier Niel et une équipe d'ingénieurs en programmation informatique autour de lui. Le but, c'était vraiment d'enlever tous les freins à l'accessibilité à l'éducation dans le milieu de la tech, puisque historiquement, c'est des études qui sont très onéreuses et qui sont toujours assujetties à des diplômes faramineux. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde de faire des études dans la tech. Un plafond de verre avant de commencer. C'est ça. Et du coup, avec 42, on a décidé de briser tous ces codes. Donc, on a enlevé déjà le prix de la formation, le coût de la formation, qui est totalement gratuite en fait pour nos étudiants. Ça ne leur coûte absolument rien. Donc,
grâce à des financements, des mécènes ou de la RSE. Oui, c'est ça. Et pas que. On a des mécènes privés comme Veolia, qui est notre mécène premium sur 42 Perpignan. Et on est aussi accompagné par des subventions publiques avec la région Occitanie, l'agglomération de Perpignan Méditerranée Métropole et la ville de Perpignan. Et donc là, les jeunes qui rentrent à l'école, c'est combien de jeunes vous pouvez prendre sur une promotion? Alors, normalement, on avait un plateau de 150 étudiants, une capacité de 150 étudiants. On s'est refusé, en tout cas pour cette première année, de sélectionner des gens. On s'est dit, tous ceux qui ont le niveau, on les accepte. On a eu de la chance. Ils ont été que 158 à avoir le niveau sur l'intégralité des admissions. Donc on a pris 158 étudiants, on a investi un peu plus dans un peu plus de postes et on a le premier collège étudiant de 42 de 158 élèves. Alors, on est dans la salle où il y a tous les ordinateurs et les élèves qui travaillent là, et c'est tout à fait impressionnant parce qu'ils travaillent en petite équipe, ils discutent, on voit que c'est interactif. On est loin des élèves affalés sur un banc de fac. Ouais. Déjà, ceux-là, ils ont choisi d'être là. Ils se sont battus pendant plusieurs mois. Et l'intérêt de la pédagogie de 42, c'est vraiment basé sur le peer-to-peer learning. Comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours. C'est ouvert 24 heures sur 24 ? C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est eux qui décident de la temporalité de leur scolarité. Donc, ils viennent quand ils veulent. Magnifique, c'est tout à fait important et vous nous direz un petit peu quelques exemples tout à l'heure justement de gens qui ont accroché, qui se sont accrochés au wagon et qui justement ont des succès à travers la formation et cette dynamique de formation. Alors, c'est important, on voit ces élèves très motivés, c'est tout à fait intéressant et merci de nous montrer un peu ce qu'est l'école 42. Je suppose qu'il y en a plusieurs dans le monde ? Il y en a 47 des écoles 42 dans le monde, dans 26 pays différents. Alors, je vois une licorne de Franck Seller, là. C'est ça, ouais. Un donc, cadeau de une Veolia, illustration de l'histoire de l'école 42. Ouais, elle a un goût particulier, cette licorne, parce que c'est un cadeau de l'équipe Veolia Eau de la région et en fait elle recense l'intégralité des campus 42 mais pas que, elle raconte une histoire. C'est l'histoire du partenariat entre 42 Perpignan et Veolia depuis notre rencontre jusqu'à l'ouverture du 1er février. Une histoire de fiançailles qui a abouti à un beau mariage. C'est ça. Tout va bien. La vie est belle. Ouais. Bon, très bien. Je vous remercie. Merci, Jérôme Vignier. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'école 42. Alors, je vais me tourner vers Bruno Roland, qui est directeur général de l'USAP. Bruno Roland, un club de rugby. Dites-moi un peu votre lien à la RSE. Je sais qu'il y en a énormément, vous avez énormément d'actions. J'ai reçu tout à l'heure la liste des plans d'action de l'USAP Solidaire. Alors l'USAP Solidaire, quel est le lien avec l'USAP ? L'USAP Solidaire, c'est le programme RSE que développe le club de l'USAP. Alors l'USAP, c'est une vieille dame ou un vieux monsieur de 120 ans qui a une culture, une histoire, mais qui a aussi une volonté de s'inscrire dans le présent et dans l'avenir en étant innovant, en étant connecté évidemment avec son territoire. Et ce programme RSE USAP Solidaire, c'est ce qu'il veut incarner, c'est-à-dire de donner un petit peu de sens à ce qu'on fait au-delà du rugby, qui est déjà pas mal, qui réunit beaucoup de monde à Émile-Gérald et même au-delà. Mais au-delà d'être simplement un club de rugby avec 15 bonhommes en short qui courent après un ballon, c'est aussi un rôle social et sociétal fort sur le territoire. Et USAP Solidaire, c'est la volonté de rendre un petit peu au territoire ce que le territoire donne à l'USAP, en étant acteur, en étant au soutien des initiatives qui sont prises sur le territoire, notamment en matière d'intérêt général et de RSE. Alors, vous jouez déjà un rôle important d'ascenseur social en faisant rêver les jeunes, en leur montrant les vertus du sport, en leur montrant les vertus de l'effort. Je suppose que vous avez aussi des jeunes qui grandissent avec le club. Oui, le club, on va dire, faisait déjà de la RSE sans le savoir. Ouais. Parce que,
la pratique sportive chez les jeunes, la formation. Et évidemment, ce sont des thématiques qui étaient déjà présentes. Il y avait aussi des initiatives qui étaient prises par les joueurs eux-mêmes, de mettre en avant ou de soutenir des initiatives d'associations qui œuvrent dans l'intérêt général. Donc l'idée du SAP Solidaire, c'est de structurer un petit peu toutes ces initiatives en faveur de la jeunesse, en faveur de la santé, en faveur de l'éducation, en faveur de l'emploi aussi, en faveur de l'environnement, et d'aller aussi sur des thématiques sur lesquelles on nous attend pas, mais sur lesquelles on peut aider et on peut donner un coup de pouce. Comme l'enfance et le handicap, par exemple. Par exemple, oui. Et vous avez choisi un champ très large, donc comment vous gérez ça? Vous avez des responsables RSE au sein du club? Comment ça se passe? Oui, Parce que ça va de la santé jusqu'à la solidarité, jusqu'au handicap. Donc, il y a énormément d'actions qui sont faites par le club, en fait. Hein. Oui, exactement. On essaye de travailler sur un programme annuel d'action. On a défini 6 thèmes cette année qu'on développe par période tout au long de la saison, et le club a décidé de mettre des moyens humains aussi derrière, de pas être juste dans de la com ou de l'affichage, mais donc on a un chef de projet et une autre personne qui sont à temps plein sur ces thématiques RSE. Avec aussi des ponts avec des associations locales pour, par exemple, sur le harcèlement ou l'homophobie. Vous travaillez avec des associations locales pour justement sensibiliser la jeunesse sur ces questions-là qui font quand même beaucoup de dégâts actuellement. Exactement. On n'a pas l'ambition de se substituer à des acteurs qui font déjà très bien ces choses-là sur le territoire, mais on a plutôt vocation à les valoriser, à les mettre en avant, à utiliser la force et la marque de l'USAP pour peut-être leur donner une résonance un peu plus large. Et les sortir un petit peu des fois de leur confidentialité pour donner de la force encore une fois à leur action qui est importante. Alors cet Impact Café avec Veolia parle de RSE et son apport au territoire, et là bien sûr vous militez pour les dons du sang, mais également ce qui est plus original, vous voulez soutenir pêcheurs et vignerons. Alors ça, c'est quand même un peu plus particulier. Ouais, c'est pour l'après-match Non, pas vraiment. Disons que, encore une fois, dans l'idée de rendre un petit peu au territoire ce qu'il nous donne, on travaille actuellement sur une thématique qui nous tient à cœur, qui s'appelle Marivie, donc mer et vin, qui sont deux filières très importantes de notre territoire, donc les métiers de la mer et les métiers du vin, qui sont avec beaucoup de similitudes, qui sont des métiers magnifiques, mais un petit peu en tension, un petit peu sous-valorisés peut-être auprès de la jeunesse. Donc l'idée, c'est à travers les joueurs, à travers le club, à travers un programme d'action qu'on est en train de développer, de redonner un petit peu de leur lettre de noblesse à ces métiers, qui sont encore une fois les fondements historiques, on va dire, de ce territoire, avec ce magnifique territoire viticole et les métiers de la mer qui sont encore sous-utilisés ou sous-connus de nos jeunes. Un vrai facteur de développement, effectivement, du territoire. Quels sont vos liens avec Veolia, par exemple, les grandes entreprises du territoire? Alors, Veolia, c'est un partenaire important et fidèle du club. Il fournit les ballons? Il fournit pas les ballons encore. Il n'a pas encore la compétence. Il fournit un petit peu d'eau. Mais c'est oui. Effectivement, oui, parce qu'on a un puits de rétention sur le site du stade. Ah oui. Non, Veolia, c'est un partenaire qui est présent maintenant depuis de nombreuses années auprès du club, qui a un soutien fidèle et actif, qui fait partie de nos partenaires premium et qui est vraiment un soutien important pour le club. Merci Bruno Roland. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'USAP. Alors j'en viens à Éric de Saint-Martin, qui est directeur de territoire Veolia Eau. Vous êtes responsable des activités eau assainissement de Veolia sur les PO, les Pyrénées-Orientales, pardon. Et bien sûr, vous êtes ingénieur, fortement impliqué aussi sur la question de RSE, avec énormément d'implications. Est-ce que vous avez défini des secteur particulier pour exprimer la RSE? Alors non, on n'a pas défini spécifiquement, mais j'allais dire on a quand même beaucoup de points communs avec l'USAP, parce qu'on est aussi, alors si l'USAP est un vieux monsieur, Veolia est en fait une vieille dame
puisqu'elle a 170 ans cette année. Elle se porte bien. Elle se porte pas mal. Dès l'origine, le tout début de Veolia, en fait, c'est la Compagnie Générale des Eaux. Et à l'époque, finalement, c'était déjà un petit peu de la RSE parce que ce qu'elle cherchait à faire, c'était d'apporter le développement sur un territoire, la qualité de l'eau, de rendre cette eau accessible. Donc c'est déjà un premier point commun, une longue histoire dans ce domaine-là. Et ensuite, nous ça fait partie en fait de la raison d'être de Veolia. On a défini une raison d'être. L'idée, c'est le progrès humain en s'appuyant sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, en fait, c'est notre base, c'est notre socle. À partir de là, on a défini une performance plurielle. Donc plurielle parce qu'on prend l'ensemble des parties prenantes autour de Veolia. Et donc, à tous les niveaux, on va être évalué sur cette performance plurielle. Donc pas exclusivement évidemment économique, qui est le cœur d'une entreprise, mais également sur tout ce qu'il peut y avoir autour. Donc on voit bien comme dans l'entreprise, dans la RSE, on en parle aussi de transversalité, d'approche globale transversale. Oui, tout à fait. Sur plusieurs secteurs à la fois. En fait, ce que j'aime à dire, c'est que moi, je suis pas théoricien de la RSE, c'est pas mon dada et je ne saurais pas faire. Bon, on est soulagés là. Voilà. Moi, je serais un praticien. Oui. Et si je suis praticien, je suis pas tout seul. C'est beaucoup avec les équipes du territoire. Et chacun amène sa petite pierre, sa petite spécificité qui fait qu'au global, on arrive à faire un très grand nombre d'actions tout à fait transverses. Ça peut être sur l'éducation, ça peut être sur la féminisation des métiers, ça peut être sur les devoirs de mémoire que l'on peut avoir, ça peut être sur les discriminations. Donc vraiment, c'est très transverse. Et c'est à l'initiative de la richesse du territoire et des hommes qui composent notre territoire. Et ainsi, ça permet d'avoir un très beau bouquet de RSE. Et donc, Éric de Saint-Martin, vous travaillez aussi avec des associations locales comme FAS Pays Catalan, c'est-à-dire que ça permet avec ces associations qui ont un savoir-faire et qui sont sur le terrain, ça permet de les aider à être efficaces. Alors, typiquement, moi je dis, donc la RSE, c'est notre ADN. On l'a tous au sein de l'entreprise. On a une dimension de service public, et donc cette dimension-là, elle transparaît à tous les niveaux. Et typiquement, FAS Pays Catalan, avec qui on travaille et dans lequel on s'investit beaucoup avec eux, c'est-à-dire on donne de notre temps. Moi, à titre personnel, je suis vice-président de FAS Pays Catalan. La plupart des collaborateurs du comité de direction du territoire s'investissent directement en allant faire des interventions auprès des collégiens pour faire découvrir nos métiers. C'est également un bon moyen pour venir participer au jury des stages que les collégiens peuvent faire, ou le jury du brevet. Donc c'est vraiment un investissement direct et plus en temps. C'est pas que des euros, un investissement. Quand on est partenaire. C'est très important de le dire parce qu'en fait c'est du temps et puis de l'attention à l'autre. Et de la proximité avec les problématiques de terrain. Tout à fait. Et c'est ce que typiquement à l'école 42, oui, effectivement, on donne des sous et c'est important de donner les sous, mais je pense on essaie de donner un supplément d'âme avec l'investissement que chacun d'entre nous pouvons y mettre. Et c'est vraiment un investissement individuel. C'est très important. On y croit. Quand on fait quelque chose, on y croit. On voit bien que c'est fait avec cœur. Et donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas FAS, c'est une fondation Agir contre l'exclusion qui fait énormément d'actions et auprès des jeunes et de rencontres employeurs et jeunes demandeurs d'emploi, etc. Donc, beaucoup de lutte contre les discriminations aussi. Donc, c'est une action permanente. Alors, je sais que vous œuvrez, sur Éric de Saint-Martin, pour la féminisation des métiers. Alors, il y a du boulot encore dans les métiers scientifiques, dites-nous tout. Oui, alors dans les métiers scientifiques, dans les métiers un peu physiquement exigeants, on va le dire comme ça, oui, il y a de fait beaucoup de travail. Hein. Alors, au niveau du comité de direction du territoire, les femmes sont majoritaires. Non, alors ça, il faut l'épingler au mur. Hein. 5 hommes, 6 femmes. Incroyable, qu'on se le dise. Ça arrive. Alors là, c'est relativement facile. Par contre, c'est vrai que sur les métiers plus proches du terrain, c'est plus complexe. Donc,
ce qu'il faut faire, c'est faire découvrir nos métiers, montrer que ces métiers sont pas des métiers exclusivement pour hommes. Et là-dessus, on a des actions qui peuvent nous le faire. Alors, par exemple, en faisant du marrainage avec Capital Fille, c'est-à-dire que accompagner une jeune femme vers des métiers plus techniques en leur ouvrant les horizons, en leur disant que c'est quelque chose de possible. C'est aussi aller directement dans les lycées professionnels, expliquer quels sont nos métiers, dire que ces métiers-là sont pas exclusivement masculins. Et on a également des actions spécifiques pour former des femmes plutôt en reconversion qui s'appellent électro. Et c'est des métiers qui, historiquement, plutôt masculins, mais typiquement l'électromécanique, il y a une bonne partie qui ne demande pas une force physique surhumaine. Et puis, on a de plus en plus d'outils qui nous permettent de soulager ces métiers exigeants. Donc, c'est extrêmement important. Je vais me tourner vers Géraud Vignier pour lui demander si, justement, dans les postulants à l'école 42, les filles ne s'auto-censurent pas. S'auto-censure, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Est-ce qu'il y a autant de filles que de garçons qui postulent, par exemple? Non, il y a beaucoup moins de filles que de garçons qui postulent. Nous, pour le campus de Perpignan, même si, comme Veolia, on a mis beaucoup d'actions en place pour montrer à ce public féminin que ils ont aussi leur place dans la tech. D'ailleurs, historiquement, c'était même plutôt les femmes qui avaient la place dans la tech plutôt que les hommes. Mais c'est peut-être leur donner un cadre où elles peuvent se sentir en sécurité aussi, puisque c'est des métiers qui les attirent moins, parce que forcément, elles vont se retrouver en minorité, donc peut-être plus mises à l'index. Nous, on n'est pas trop mal lotis sur le campus de 42 Perpignan, parce qu'on a 23% de femmes sur le plateau. C'est pas mal du tout. Ouais. C'est encore trop peu. Ouais. On s'était mis un objectif de 30%, mais bon. La greffe prend bien. Elle essaye. Elle essaye. On s'en contentera pas. On essaiera toujours de viser le 50%. Avec ce que j'entends, vous ne pourrez pas refuser de venir à nos ateliers pédagogiques sur l'accès au métier pour les filles. Ah bah non, avec plaisir. Alors, impossible, hein, je parle à Veolia, je parle à vous trois, là, impossible, parce que vraiment, vous êtes l'exemple concret de ce qu'il faut donner comme permission aux femmes pour accéder à certains métiers. Et donc, bravo pour monter. J'espère que ce ratio va monter au fur et à mesure, parce que ça fait boule de neige assez vite. Ouais, on l'espère vraiment. Déjà dès l'année prochaine, là, on voit que nos actions touchent plus de femmes. Oui. Déjà depuis les inscriptions. Ouais. Oui. Et dès qu'il va y avoir quelques photos avec beaucoup de filles, tout le monde va arriver. On manque quand même de références féminines dans la tech. Enfin, aujourd'hui, quand vous demandez à une assemblée de vous donner des références tech, vous allez avoir Mark Zuckerberg, Elon Musk, mais on oublie Sophie Vigée, par exemple, nous, notre directrice générale du réseau Network, qui a quand même monté le Samsung Campus, qui est aujourd'hui à la tête du premier réseau mondial d'écoles. C'est énorme. C'est énorme. Enfin, il y a beaucoup de success stories dans la tech féminine, et on oublie de les citer. Et c'est peut-être en les mettant aussi en avant qu'on pourra montrer aux femmes qu'elles ont leur place. Donc, il faudra s'y employer. On y sera. Voilà. On sera là. Ok, à tous les cas, merci pour le oui de principe, en tous les cas. Alors, sur la santé, vous êtes aussi nombreux à vous impliquer sur des campagnes santé. Alors, au niveau de Veolia, est-ce que vous avez choisi des pathologies particulières ou simplement des campagnes vis-à-vis des maladies cardiovasculaires ou qui font encore beaucoup de dégâts? Bon, déjà, notre première action, c'est de délivrer une eau de qualité pour tous. Hein. C'est le premier facteur de santé. Alors, dans cette eau de qualité pour tous, justement, je crois que vous avez à cœur de prendre en compte les volumes prélevés et rejetés et les disponibilités et la qualité de la ressource locale. Alors, ça veut dire qu'on ne fait pas venir de l'autre bout de la terre. On essaye d'utiliser la ressource locale. Alors, on essaie déjà d'éviter les bouteilles d'eau en plastique pour boire. Qu'on se le dise. C'est déjà le premier acte pour l'environnement. Oui. Non, c'est de se dire sur la ressource, en particulier dans les Pyrénées-Orientales, on sait que cette ressource, elle est très précieuse.
quand on voit l'été qu'on vient de passer, les sécheresses qu'on vient de passer, quand on voit la pluviométrie qu'il y a depuis le début de l'année, on est à moins 70% par rapport à une année normale, on ne recharge pas du tout les nappes, donc cette eau, elle est extrêmement précieuse. Donc on va essayer d'agir à deux niveaux. Le premier, c'est déjà de perdre le moins d'eau possible, optimiser l'utilisation, d'être capable de chercher le plus rapidement possible des fuites. Alors avec des techniques... le serpent de mer des fuites, c'est un serpent de mer? Alors les fuites, il y en aura toujours un peu. Ça n'existe pas, des réseaux qui auront 100% de rendement, ça n'existe pas. Par contre, il faut se donner les moyens de les trouver très rapidement. Et c'est là aussi où on peut avoir des interfaces intéressantes avec les nouvelles technologies, avec l'école 42, parce que nos recherches de fuite, il y a les méthodes classiques que l'on utilise au quotidien, d'écouter le réseau, de vérifier si une fuite, ça fait toujours du bruit, donc aller l'écouter et repérer où elle est. Mais c'est utiliser des outils très innovants tels que la recherche de fuite par satellite ou nettement plus canin, je vais dire, en faisant de la recherche de fuite avec des chiens qui vont être capables d'aller rechercher l'odeur de chlore et donc d'aider. Donc tout ça, ce sont des éléments complémentaires. Et ça, en quoi c'est RSE? C'est vraiment la notion de dire on préserve cette ressource-là, puisque l'environnement est une dimension très importante et quand on est leader mondial de la transformation écologique, notre premier rôle, c'est quand même d'être bon là où on est donc de rechercher ces fuites-là. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est de se dire l'eau devient tellement rare que c'est trop bête de l'utiliser qu'une seule fois et il faudra être capable de réutiliser ces eaux une seconde fois, voire une troisième à terme. Et aujourd'hui, la France est très en retard dans ce domaine-là. Il faut savoir que pas très loin d'ici, à quelques dizaines de kilomètres au plus au sud, 14% de l'eau est recyclée. En France, on est à moins de 1%. Oui, on est très en retard sur le recyclage de l'eau. Il y a une espèce de quelque chose qui fait un peu peur, c'est dire est-ce qu'on va boire de l'eau recyclée? Mais en fait, il y a déjà toute l'eau utilisée pour arroser, pour laver, donc on a déjà de la ressource avant de se dire qu'on va la boire. Alors oui, sachant que technologiquement, il n'y a aucun problème. On pourrait le faire. Exactement. Mais effectivement, il y a cette petite barrière psychologique. Certains pays dans le monde qui ont un stress hydrique bien supérieur au nôtre en sont arrivés à ce niveau-là. Et techniquement, il n'y a aucun problème. Il y a des pays qui recyclent 80% de l'eau. Exactement, donc, et la rendent potable. Oui, tout à fait. Donc, c'est un point important, donc cette santé à travers une eau de qualité. Et donc ça, c'est le premier point. Mais après, effectivement, alors plus en interne, il va y avoir l'aspect de sensibiliser les gens aux gestes qui sauvent. Donc là, on a eu un partenariat avec la Croix-Rouge pour nous... Gestes de premiers secours. Exactement, les premiers secours, être capable de réanimer quelqu'un ou de prendre en tout cas les bonnes postures pour faciliter le travail derrière. Et puis une autre dimension, toujours vis-à-vis plutôt du personnel de Veolia, de lutter contre les risques d'addiction. Tout type d'addiction, que ce soit aux produits stupéfiants, à l'alcool. Et donc on a tous pu bénéficier d'une formation assez choc sur la question. Je pense qu'on est tous ressortis de là avec un œil un peu différent. C'est bien, c'est important. Et effectivement, donc les élèves applaudissent au fond, c'est ainsi. Et donc ce n'est pas la fin du plateau, mais les élèves ont applaudi. Alors, justement, sur cette eau et cette santé, vous avez aussi des actions humanitaires quand il y a une catastrophe quelque part. Comment vous positionnez? Alors, on va dire qu'on a effectivement, Veolia a ce qu'on appelle la fondation Veolia, qui est capable d'aller se projeter très vite, très loin, pour apporter entre autres de l'eau potable ou traiter des eaux usées, puisque c'est un autre vecteur de maladie. Nous, localement, comment on peut contribuer à cela? C'est en mettant à disposition du personnel du territoire qui sont présélectionnés et qui peuvent être mobilisés à tout instant pour intervenir. Alors je ne sais pas aujourd'hui si en Turquie ou en Syrie on y est déjà, mais après ce type de catastrophe, on est très souvent appelé
pour nos compétences dans le domaine de l'eau. Oui. Donc c'est quelque chose que l'on va faire. Et puis il y a des choses, comme je le disais, à peu plus petite échelle, avec le tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie et en Syrie. Dès aujourd'hui, les équipes se sont mobilisées, se sont débrouillées pour récupérer un certain nombre de couvertures, de matériel mis à la disposition des Purple J'ai su Campus qu'il y a et un de la grand CCI. lot de couverture qui est parti in extremis aujourd'hui. Exactement. Donc mon petit doigt m'a dit ça. Donc c'est important pour les gens qui justement sont totalement démunis, c'est important. Alors je voudrais demander à l'USAP aussi qu'est-ce que vous faites dans ce domaine santé et dans le domaine justement de prévention ou est-ce que vous avez des actions avec les jeunes avec On a créé effectivement une section rugby santé qui est une pratique qui est pas trop connue encore du grand public, puisqu'on a la vision du rugby, parfois du rugby professionnel avec ses travers aussi, puisque c'est un sport qui est quand même assez accidentogène, on le voit beaucoup avec les problématiques de commotion. Mais il y a aussi une pratique beaucoup plus ludique et beaucoup plus douce, on va dire, et qui permet aussi de développer à travers évidemment l'activité sportive, de développer un petit peu sa santé. Donc il y a une pratique qu'on a adaptée aussi à des personnes qui sont en rémission de cancer notamment, qu'on avait développé avec les services d'oncologie du département, où des jeunes femmes qui étaient en rémission de cancer ont utilisé la pratique du rugby pour retrouver goût à l'effort, goût à la collaboration. Et c'est de cette manière-là qu'on essaye d'utiliser le rugby en matière de santé. C'est important, en effet. Et au niveau on parlait de l'eau et de l'environnement et de préserver cette ressource. Est-ce que vous sensibilisez aussi, grâce à votre notoriété, notamment, justement, la préservation de l'environnement à travers avec des assos du territoire, en fait? Oui, là aussi, on se substitue pas à ce qui se fait très bien. Donc, on s'appuie sur les associations qui font ça très bien. Simplement, on essaye de mobiliser notamment nos joueurs ou nos jeunes joueurs du centre de formation et nos joueurs professionnels, notamment sur des actions de nettoyage des berges de la Tête. Oui. On se rend pas toujours compte de ce qu'on peut trouver comme déchets qui s'amassent tout au long de l'année. Donc on a eu effectivement avec des jeunes des centres de loisirs de la ville de Perpignan notamment l'occasion d'aller sur les berges de la Tête en mobilisant les salariés, les joueurs professionnels et les joueurs du centre de formation, ou également sur le littoral pour aller faire cette collecte de déchets. Nettoyer les déchets, enlever les déchets. Exactement. Et je suppose que ça crée une bonne cohésion de se sentir utile comme ça et de motiver des jeunes. Oui, comme je l'ai dit un petit peu en introduction, ça donne un petit peu plus de sens à notre action, et aussi ça donne de l'impact positif sur le territoire. Donc que ce soit les jeunes ou les pros de l'USAP, ils se prêtent bien volontiers à ce type d'action parce que ils sont évidemment sportifs, mais ils sont aussi citoyens, et c'est des thématiques auxquelles ils sont sensibles. Alors, je voudrais me tourner vers Géraud Vignier. Vous formez des jeunes dans le high-tech, effectivement. Est-ce que il y a une partie comme ça qui les sensibilise sur les enjeux sociétaux? On sait que ces jeunes formés, ça va être une richesse pour le territoire après. Ils vont pouvoir installer des activités, se développer, s'épanouir aussi. Est-ce que vous créez des débats, vous créez des questions de réflexion autour de ces questions-là? Je pense que dans l'ADN d'un étudiant de 42, on n'a pas besoin, nous, de créer ces débats, il se les crée tout seul. C'est principalement un public issu de la seconde chance ou qui est pas forcément en accord avec le système pédagogique actuel. On est très très proche du compagnonnage, donc du coup du partage avec les autres. Et du coup, ces débats, ils vont se les créer parce qu'ils sont d'office sensibilisés à la low-tech, à l'écologie. Nous, sur le campus de 42, par exemple, on n'a pas de vaisselle jetable, on est uniquement sur de la vaisselle réutilisable. On est sur des consommations basse tension électriques. Et il y a plusieurs assos qui ont commencé à se monter, des assos étudiantes. Bon, là, ils ont 15 jours, nos étudiants sur place. Mais il y a déjà des volontés, en fait,
d'agir sur la responsabilité écologique. De faire plus sur Ouais, la responsabilité écologique en s'impliquant chacun. Ouais, complètement. Donc ça, c'est déjà extrêmement important parce que dans leurs entreprises, il est à parier que derrière, la même méthode va rester, la même volonté. Oui, en fait, si aujourd'hui ils ont déjà la volonté de vouloir faire bouger les choses dans leur système d'apprentissage et dans leur vision de leur métier, Oui. ben, on peut penser et espérer qu'ils vont être force de proposition pour ou les entreprises qui vont les embaucher derrière, ou dans la création de leur future entreprise avec le côté entrepreneuriat, où la RSE sera une ADN et plus un principe. Vous êtes en train de nous dire que ce ne sont pas des gens résignés à dire c'est comme ça, on avance autrement. Non, pas du tout. Ouais. Je sens que ça vous énerve, ça. Non, ça m'énerve pas, mais ils sont proactifs pour changer leur environnement et l'améliorer. Ouais, complètement. C'est important, c'est des vrais citoyens, quoi. Ouais, on peut le dire comme ça, des citoyens entiers. Entiers. Ouais. Ben oui, c'est important. Donc, est-ce que vous pensez que les questions de santé les préoccupent à cet âge-là? Alors, vous avez tous les âges, hein, oui. Je me corrige. Alors peut-être que... Non, j'allais dire une bêtise, j'allais dire peut-être que les plus âgés sont un peu plus concernés que les plus jeunes, mais pas forcément. Et les plus jeunes ont aussi des familles avec des parents plus âgés, ou même sans parler d'âge, hein, la santé c'est à tout âge. Honnêtement, je ne saurais pas trop vous dire, j'espère, mais je pense que c'est à eux qu'il faudrait leur poser la question. On leur posera une question ultérieurement pour voir un peu. On reviendra faire un petit reportage sur leur rapport à la santé. Donc, c'est une question importante qu'on traite régulièrement sur Radio Aviva parce qu'il faut apporter la santé, la gestion du capital santé au niveau de chaque individu finalement. Avoir cette prise de conscience qu'un capital santé, ça se gère. Et donc, voilà, on ne brûle pas la chandelle par les deux bouts. Alors, une question, on a évoqué la solidarité, on a évoqué la santé. Vous avez évoqué rapidement les discriminations tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet encore ou avec tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, c'est réglé? Alors, je pense que le sujet est jamais réglé et le sera jamais. Éric de Saint-Martin, exactement. Et que du coup, c'est de la pédagogie, c'est tout au long de sa vie. C'est aussi, je pense, beaucoup sur la valeur de l'exemple. Hein. Moi, je crois beaucoup à cette dimension de l'exemple sur les discriminations. Parce que c'est ça qui emporte l'adhésion. Je pense que c'est en montrant que ces discriminations n'ont pas de sens, n'ont pas d'intérêt. Mais ça n'empêche que cette pédagogie, il faut l'accompagner. On l'a fait, par exemple, sur... l'année dernière sur les violences faites aux femmes, oui. Qu'on peut rencontrer dans le milieu professionnel ou personnel. Donc avoir cette capacité à réagir, à se dire non, ça c'est pas tolérable. Ces discriminations, c'est aussi des discriminations sur la formation, donc être capable de se dire non, ce qu'on cherche, c'est de la compétence. Oui. Et ça, c'est un vrai effort, hein, parce que en France, on est quand même très marqué par les diplômes, les cursus et les diplômes. Et quand à 50 ans, on va demander encore le diplôme de la personne. Oui. Je pense que c'est pas forcément la meilleure des solutions, et c'est plutôt de voir les compétences que les personnes ont pu développer. Et donc, c'est là-dessus que l'on va beaucoup travailler aussi avec les ressources humaines pour sortir de notre moule et de notre confort dans ce domaine-là. La compétence et la volonté. Exactement, toujours la volonté. Donc c'est une valeur du sport, ça? Quand vous sélectionnez vos petits jeunes, là, ils ont un petit potentiel et après on développe leurs compétences comme ça? Oui, en sport, il y a l'inné et l'acquis. L'inné, c'est les qualités que la génétique vous a données, et l'acquis, c'est ce que vous êtes capable de développer à travers l'entraînement et voilà, pour faire une carrière, pour ceux qui ont l'ambition de le faire, ça nécessite effectivement beaucoup de volonté et de détermination. Alors, le facteur psychologique est important? Oui, donner confiance. Oui, effectivement, la confiance, la capacité à rebondir, la capacité à gérer la pression, la capacité à aussi ne pas s'effondrer ou ne pas
comment dire, se résigner face à la difficulté. Bruno Roland, le premier échec, on passe au-dessus. Un échec, on passe au-dessus, on continue, on s'entraîne. Oui, mais en même temps, on l'accepte aussi. On dit que les échecs, c'est ce qui permet de faire grandir, et c'est valable aussi évidemment en sport, et encore plus dans le sport de haut niveau. Alors, ce côté psychologique, il est important à l'école. Ouais, il est très très important Géraud à l'école. Vignier. Et il est cultivé dès la phase d'admission, puisque les étudiants vivent une phase d'admission en 3 phases, mais la plus importante, c'est ce qu'on appelle chez nous la piscine. C'est 4 semaines, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où ils vont devoir se challenger sur des projets. Alors, ils ne nagent pas 24 heures sur 24, non. En fait, Non. ils traversent une piscine pour évoluer vers leur cursus. On appelle ça la piscine en fait parce qu'ils se retrouvent noyés sous les projets et il faut justement qu'ils apprennent à nager à travers les projets pour avancer. Faire des priorités et tout ça. Ouais, complètement. Donc c'est l'apprentissage par l'exemple. L'apprentissage par l'exemple, l'apprentissage par l'erreur aussi, puisque aussi, l'erreur n'est sûr. pas un drame, il y a toujours moyen de rebondir. Si on l'analyse, bien sûr. Exactement. Donc, c'est extrêmement important. Et donc, grâce à ça, vos jeunes, au fur et à mesure, vous les voyez évoluer, se poser? On les voit changer. On en voit beaucoup arriver avec très très peu de confiance en eux. Oui. Qu'ils subissent un petit peu le syndrome de l'imposteur, parce que dans nos métiers, on a tendance à pouvoir s'auto-former. Oui. Et du coup, pas ressentir de légitimité. Et c'est un peu fatigant, mais sans cesse, on est obligé de leur répéter qu'ils sont importants, qu'ils ont une vision importante, qu'ils ont une pierre à apporter, une vision à apporter, et que c'est ce partage d'intelligence collectif qui a totalement son sens dans notre pédagogie. Pour les préparer, c'est quand il y a un bon résultat, je dirais, si on parle de résultat, c'est le groupe qui est noté. Vous ne facilitez pas l'émergence de champions. Vous essayez d'avoir une attitude de groupe. En fait, on veut pas des champions, justement. On veut juste des gens qui sont capables de s'adapter, d'apprendre à apprendre et de se rendre compte qu'en fait, le potentiel est en eux. Et on part du principe que tout le monde est capable aujourd'hui d'apprendre la programmation et qu'il faut juste savoir s'ouvrir aux autres et pouvoir échanger. C'est créer de important. l'ingénierie. Donc on le voit là à l'école 42, Géraud Vignier, Bruno Roland nous a parlé de ces jeunes aussi qui comportent même après l'effort et après l'échec pour qu'ils évoluent et fassent des progrès. Alors je voudrais demander à Éric de Saint-Martin, dans l'entreprise, cette notion-là de RSE, d'abord est-ce qu'elle crée de la solidarité dans l'entreprise et du sens? Et c'est pareil, est-ce qu'elle permet justement de faire avancer des collaborateurs qui, justement, dans ce domaine, peuvent exceller? Alors, moi, je pense qu'en fait, c'est un vrai facteur d'attractivité. Ouais. Ça donne envie, en fait, tout simplement. Donc, quand on a envie, on avance plus. Donc, c'est en ça que la RSE est très importante. Et comme elle est très diverse, puisque ce qu'on a vu, elle est quand même multifacette, n'importe qui peut trouver son bonheur dans l'une de ces facettes et va pouvoir être mis en avant. Bien Donc sûr. ça, c'est pour nous, c'est vraiment une dimension importante. Et puis, comme depuis quelques années, on essaie de faire en sorte d'appliquer un principe de subsidiarité, c'est-à-dire que faire confiance aux personnes. Et ben typiquement, la RSE, c'est un super exemple d'endroit où on peut faire confiance et donner confiance ensuite, parce que si on fait confiance, la personne va prendre confiance en elle et va être source de proposition. Et je pense que c'est un élément vertueux. Exactement, et c'est vraiment essentiel. Alors, c'est tout à fait intéressant. Est-ce que dans votre expérience, Éric de Saint-Martin, au niveau de Veolia, vous avez aussi des choses avec des lycées techniques, des lycées qui ne sont pas justement dans le cursus général et à qui il faut donner confiance et montrer que on peut être très successful en démarrant au lycée technique? Bah, typiquement, ça c'est une partie des actions qu'on va mener avec FAS Pays Catalan, c'est d'aller à la rencontre des différents lycées techniques pour montrer en fait toute la richesse. Et nous-mêmes, on recherche en permanence
des lycéens puis qui voudront bien évoluer aussi, mais qui ont cette faculté de s'impliquer. Et puis, je pense qu'on a la chance d'avoir des métiers passionnants chez Veolia, Bien que sûr. ça soit dans la transformation des déchets, que ça soit dans l'énergie ou que ça soit dans l'eau. Donc, c'est des métiers qui sont porteurs de sens, et là aussi, qui permettent, c'est ce sens-là qui permet d'être attractif. On sait que parfois on a des difficultés à recruter, et je crois beaucoup à l'attractivité par les valeurs qu'on peut porter. Bien, les jeunes des Pyrénées-Orientales ont de la chance. Alors, j'ai une indiscrétion, on me dit que vous aidez une web radio. Oui, alors on fait effectivement, on va faire une petite intervention justement pour montrer la féminisation de nos métiers sur une web radio d'un lycée technique Pablo Picasso sur Perpignan un bon vecteur au mois de mars. Voilà. Un bon vecteur d'information le 8 mars, je suppose. Et donc, trois entreprises, trois activités emblématiques là, de la RSE sur le territoire des Pyrénées-Orientales. Et je voudrais savoir, à présent, si vous avez chacun de vous un projet RSE que vous aimeriez mettre en place, un projet avec vos étudiants, par exemple, Géraud Vignier, pour passer un cran, il y a quelque chose là que vous aimeriez ? Alors, on réfléchit grandement. On a un premier système de Discovery Piscine, donc qui permet, c'est une semaine pour découvrir en fait les métiers de la tech, du numérique et du marketing digital. Oui. Et en fait, on a décidé avec le staff de 42 Perpignan de créer des piscines dédiées à un public féminin. C'est-à-dire qu'on aurait 50 femmes qui découvriraient en toute sécurité. Ensemble. Ensemble, ouais. D'accord. Et donc, laisser les femmes ensemble pour leur permettre après de s'exprimer dans tout public. C'est ça. J'espère. Ouais, on va croiser les doigts, mais de toute confiance en elles. Ok. Donc, c'est important, effectivement, de ramener cette possibilité-là d'oser. Ouais. Oser. Ouais. Oser et dire que c'est aussi pour moi, même si on est une femme. Ouais, peut-être aussi de redécouvrir les milieux de la tech que les femmes fuient depuis que les hommes ont occupé un peu trop d'espace. On s'en fait un peu une montagne, c'est vrai. Ouais, ouais. Vrai. Donc ça, je reconnais. Alors, Bruno Roland, pour l'USAP, vous avez un projet là qui vous tient à cœur dans la période à venir, pardon. Dans les projets qu'on souhaite mener, il y a effectivement la RSE, il faut qu'on soit capable de se l'appliquer à soi-même. Donc, on va travailler dans les saisons qui arrivent à limiter notre impact sur l'environnement, notamment autour de l'organisation des matchs, parce que quand on organise des grands événements, et on en organise un quasiment tous les 15 jours, puisqu'on réunit entre 12 et 13 000 personnes à Aimé Giral tous les 15 jours. Ah oui, ça a quand un même. impact forcément sur l'environnement, parce que ça mobilise beaucoup de prestataires, beaucoup de déchets. Bien sûr. Donc voilà, on va travailler avec nos différents prestataires et avec nos process d'organisation pour essayer de faire en sorte de limiter au maximum l'impact sur l'environnement de l'organisation de ces matchs. Rendre ces rencontres plus vertueuses au niveau environnemental, et c'est aussi une formation du public qui est avec vous. Oui, parce qu'il y a effectivement le public, il y a les différents prestataires, il y a des différents acteurs qui sont mobilisés autour de l'organisation de matchs. Donc il y a beaucoup de parties prenantes à mobiliser, chacun dans son domaine et chacun dans son rôle, mais on va essayer de travailler là-dessus. Tout à fait intéressant de voir que c'est en fait une dynamique perpétuelle en fait d'amélioration. Et je voudrais demander justement au niveau de Veolia, Éric de Saint-Martin, vous avez un projet là qui vous tient particulièrement à cœur? Alors moi j'en ai un. Je pense que vous en avez 1000, mais bon. Voilà, mais il y en a. En fait, il y en a un où on nous attend probablement moins. Oui. Et ben c'est sur l'histoire d'une manière générale. Alors moi j'ai un petit faible à titre personnel pour l'histoire. Je crois beaucoup que l'histoire peut nous aider à inventer le futur, à bien vivre le présent. Et donc on a deux actions en ce moment en cours. Une première qui est sur de l'histoire technique, c'est se rendre compte de la chance du patrimoine hydraulique que l'on a sur les PO. Oui. Le Perpignan s'est développé grâce à un canal, le canal Royal, qui
qui a été créé il y a déjà 600 ans. Se souvenir de ça. Se souvenir de ça, et puis de manière beaucoup plus proche de nous, on a un partenariat tout récent avec Zakor pour la mémoire, donc sur la mémoire de la Shoah en particulier. Bien sûr. Et donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'il est très important d'entretenir, c'est jamais gagné. Donc il faut toujours se remémorer, se mettre en perspective. Et donc pour moi, l'histoire contribue beaucoup à cela. Bien sûr. Et on sait que faire comprendre, justement, ramener cette mémoire, faire comprendre les processus qui se sont joués pour la Shoah, permettent de déceler les signaux et de lutter contre une réorganisation de discrimination, etc. Donc, on sait très bien que, effectivement, l'antisémitisme dans le cas présent, l'homophobie qui s'est exprimée aussi, ce sont des signaux de malaise sociétaux, ce sont un peu des indicateurs où on se dit il faut se ressaisir. Et donc, il ne s'agit pas de faire de la mémoire pour de la mémoire, il s'agit de faire de la mémoire parce qu'elle préserve l'avenir et je crois que c'est tout à fait important. Donc, c'est parfait. Merci infiniment de toute cette variété de RSE. Je voudrais qu'on prenne un petit moment pour donner la parole à la salle et que je vais vous demander d'attendre le micro pour poser vos questions. Je suis sûre que vous en avez chacun de vous. C'est le moment. Donc, soit des questions, soit des commentaires, soit des suggestions. Quelques minutes. Alors, qui est-ce qui commence? C'est la première question qui coûte. Non? Merci de vous présenter. Donc, Monsieur Nabil Aourar, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, expert en matière de protection de données personnelles. Merci beaucoup pour ce thème qui est important. C'est un thème du présent, mais c'est un thème pour le futur. C'est un thème qui me tient à cœur. Et c'est un thème qui nous concerne à nous tous, chaque personne. Hormis les entreprises, mais chaque personne doit faire le nécessaire, même voire au sein du foyer, avec des petits gestes du quotidien. Malheureusement, en France, on a un petit peu de retard par rapport à la RSE. On voit que le gouvernement met de plus en plus des obligations pour mettre les entreprises dans cette démarche, surtout à partir de 2024, où ça va concerner aussi les entreprises de plus de 250 salariés. Il faut qu'on pense à cette contribution au développement durable. Merci pour ces belles actions. J'ai écouté des belles actions auprès de différents intervenants, que ce soit le directeur de l'USAP ou de Veolia ou l'école 42. Merci. Ça encourage les entreprises de prendre exemple, de développer ce thème. C'est important pour notre environnement, pour la partie sociale. Moi, j'ai un cabinet que j'ai ouvert depuis 2 ans à Kabistani, où j'ai pu mettre des petites actions, mais j'ai 3 collaboratrices où j'ai appliqué la semaine à 4 jours, parce que je trouve que c'est un métier difficile. Plus un petit peu baisser toute la partie consommation de papier, où je suis allé sur la partie digitalisation. Mais moi, vraiment, j'encourage chaque personne à participer au développement. C'est une question individuelle et d'entreprise. Alors, il y a une déductibilité fiscale pour les entreprises qui nous écoutent et qui n'ont pas commencé justement une démarche de RSE. Il y a quelques avantages fiscaux. Vous êtes expert comptable, vous pouvez nous en dire un peu. Après, le problème... Ça n'est pas le moteur, mais c'est une contrepartie, disons. Hormis la partie des avantages, mais le problème qui se pose aux entreprises maintenant, c'est l'investissement. C'est vrai que l'investissement pour mettre des actions RSE, c'est cher, mais après, si on fait cette transversalité, le retour sur investissement, c'est très intéressant. Ça a été prouvé, il y a eu des études que le retour, c'est important. Il y a aussi des démarches de RSE qui ne coûtent pas très cher, sauf du temps de salariés, de coaching d'élèves en difficulté ou de choses comme ça qui ne sont pas, qui ne demandent pas d'investissement, c'est un investissement humain. Après, oui, tout à fait, parce qu'après, il y a des actions qui sont vraiment
ça demande pas un grand effort. Sortir avec ses salariés 1 ou 2 fois à manger à l'extérieur pour le bien-être de ses salariés, ça coûte pas énormément, mais ça permet de créer cette cohésion au sein de l'équipe. On sait qu'il y a des entreprises où il y a un happiness manager, donc un responsable du bonheur dans l'entreprise. Et donc, on voit bien la tendance qui est de dire on ne coupe pas. C'est pas parce qu'on est dans l'entreprise qu'on est obligé de ne pas s'occuper et des questions humaines, des questions environnementales, des questions d'ergonomie. Tout est inclus dedans. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non, c'est bon. Oui, monsieur. Alors, c'est intéressant parce que vous allez vous présenter. Vous êtes responsable RSE. Bonjour, merci pour les échanges. Je suis Guillaume Cuquel, responsable opérationnel pour les laboratoires du département du groupe Innovi, donc Biopol 66 et Medilab, et référent RSE. J'ai une question. Pour le succès du déploiement RSE dans une société, quelle part d'importance vous accordez à l'engagement de vos fournisseurs, prestataires et partenaires? Et est-ce que vous avez des exemples de réussite où vous avez su engager vos acteurs externes dans votre politique RSE et vos valeurs RSE? Alors, dans les collectivités, c'est devenu un des critères des appels d'offres, quand même. C'est important de le savoir. Il y a une vraie volonté de sélectionner comme ça. Alors, pour l'entreprise, est-ce que vos fournisseurs, Éric de Saint-Martin, vos fournisseurs sont-ils challengés sur leur action RSE? Alors, oui, pour un grand nombre. Tous ceux avec qui on met en place des accords cadres, effectivement, il y a un volet RSE qui est intégré dedans, donc assez systématiquement. Mais j'allais dire que la première étape, c'est déjà de s'occuper de nous-mêmes, de s'occuper de nos équipes et de déployer cette RSE. Et moi, comme je le disais tout à l'heure, je crois beaucoup à la force de l'exemple. Donc, si une entreprise se met à rayonner parce qu'elle est satisfaite de sa RSE, pas spécialement du happiness manager, parce que ça, moi, je trouve que c'est un peu plus folklorique. Oui. Je pense que du coup, ça fera tache d'huile. Et je suis absolument convaincu que ce rayonnement-là fait gagner l'entreprise. Et comme je disais, gain en attractivité. Et donc, ça nous permettra de recruter les personnes, les meilleures personnes. Ça met en avant l'humain derrière le technicien. Exactement. L'humain d'abord. L'humain d'abord, et ça permet effectivement plus de cohésion. Je voudrais savoir s'il y a une autre question. Parce que nous arrivons quasiment au terme de ce plateau, ça passe très vite. Vous voulez ajouter quelque chose, Géraud Vignier? Peut-être à répondre à monsieur dont je n'ai pas retenu le prénom, désolé, mais enchanté. Nous, on vit, on impose tel un despote à toutes les entreprises qui veulent venir organiser des événements sur 42, de ne pas utiliser de papier, de ne pas utiliser de vaisselle jetable, de rester sur de la basse consommation. Donc c'est vrai que c'est souvent des contraintes, mais au final, ils repartent toujours avec un grand sourire. Et d'ailleurs, ils se rendent compte facilement que la digitalisation est à la portée de main. Nous, on n'a pas d'imprimante, on n'a pas de papier, et tout est possible. On a des accords avec Pôle emploi, qui est quand même une vieille maison administrative, ou avec la préfecture. Et aujourd'hui, ils ont réussi à gérer 160 dossiers étudiants sans papier. Oui, bravo, effectivement. Donc, on voit bien que c'est possible, que de toutes les façons, on peut sensibiliser à la RSE, qu'à partir du moment où on a eu un comportement vertueux, ce que ça nous rapporte en satisfaction fait que ça fait boule de neige et on a envie de recommencer. Donc c'est vraiment comme dans l'environnement, le geste qui entraîne un autre geste et qui fait qu'on arrive justement à une cascade de gestes et à un comportement vertueux. Je voudrais vous remercier, Géraud Vignier. Je rappelle que vous êtes directeur de l'école 42 et on a vu à quel point elle était avant-gardiste
avant-gardiste. Merci à Bruno Roland. Vous êtes directeur général de l'USAP, l'Union sportive Harlequin de Perpignan, le club de rugby bien connu. Et merci à Eric de Saint-Martin. Vous êtes directeur du territoire Veolia-Eau. Je vous remercie d'avoir participé à ce plateau animé par Radio Aviva. Vous pourrez le retrouver sur notre site internet, sur des applications mobiles gratuites. Il y a un QR code à la sortie que vous pourrez prendre pour retrouver le podcast également. Merci à tous et à bientôt, puisque Radio Aviva s'installe à Perpignan. Nous aurons l'occasion et le plaisir de se revoir. Merci à tous.